Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre table ronde qui va porter du coup sur le design en levier pour une industrie plus compétitive. Donc un petit mot de BPI France juste pour introduire la table ronde. Je suis Laura Daniel, responsable sectoriel industrie et accompagnée de mon collègue Édouard Billet, responsable conseil. On a voulu créer cette table ronde parce qu'on est convaincu que le design peut créer de la valeur pour l'industrie. Mais voilà, le design, on connaît bien les facettes du design au niveau de l'esthétique, de la forme des objets. Par la suite, on va avoir des témoignages et des cas d'usage qui vont vous montrer que le design va bien au-delà. Et pour cela, je vais laisser Isabelle Vériac de l'APCI, donc, qui a une expertise reconnue dans le domaine, puisque avec un doctorat en sciences des matériaux, elle s'est formée au design. Et après une quinzaine d'années à la Cité du Design, elle est aujourd'hui directrice du développement à l'APCI, qui est donc l'association de promotion du design français. Donc j'espère que cette table ronde sera enrichissante et inspirante pour chacun d'entre vous. Merci Laura. Bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Donc effectivement, nous allons aujourd'hui sur cette table ronde parler de design industriel, c'est-à-dire de design dans l'industrie. Pour être sûr que nous soyons tous sur la même longueur d'ordre, comme a expliqué Laura, qu'est-ce qu'on met derrière le mot design? Il faut se rappeler que design vient du latin designare. C'est facile, c'est les deux dessins. Dessin, IN, la forme, l'esthétique, le beau, et le dessin, EIN, la fonction, la mission, c'était même l'usage. Et donc aujourd'hui, nous avons prévu de vous présenter plusieurs cas d'usage avec 4 intervenants ici présents. Donc Geoffroy Hulot, cofondateur et directeur chez De Glace, Marie Gérard, manager designer chez Tuan, Philippe Vaé, expert en design industriel, et Serge Roux, cofondateur et directeur général chez De Glace. Pardon, chez Netri. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ça faisait beaucoup chez De Glace. Chez Netri, pardon. Est-ce que, du coup, en fait, je regardais, nous n'avons pas la diapositive en ligne, s'il vous plaît, qui m'éviterait de dire des bêtises, puisque normalement, vous devriez voir nos 4 intervenants. C'est pas grave, je vais continuer. Toujours est-il que nous avons donc 4 intervenants qui sont de profils très différents. Designers intégrés en entreprise, consultants en design, créateurs de start-up. Tous ont des projets et travaillent depuis de longues années pour le design industriel en entreprise, en industrie, et sur des secteurs d'activité très variés. Nous aurons de la santé, de l'électronique, parce que le design peut s'appliquer vraiment à tous les secteurs d'activité, du mobilier bien sûr, mais jusqu'à l'alimentaire, l'automobile, la mode. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que le design, c'est en fait une discipline qui va englober plusieurs spécialisations métiers. Donc bien sûr, vous connaissez le design produit, qui peut aller du produit, du mobilier à la machine-outil, le design d'emballage, le design d'identité visuelle. Mais c'est aussi aujourd'hui, dans notre société très dématérialisée, de plus en plus du design de service, du design numérique et plus stratégique, du design pour les organisations, du design dans les systèmes, dans les nouveaux modèles de production et de consommation. Et donc, nous allons commencer, pour être plus concret sur ces propos, de voir comment le design peut avoir un impact, quel est son rôle dans l'industrie, quels sont les bénéfices du design, puisqu'au départ, on pense que le design va être un coût et on va le limiter à l'esthétique, mais on va voir avec nos intervenants que ce n'est pas du tout le cas et que c'est une démarche beaucoup plus stratégique et beaucoup plus rentable. Donc nous allons commencer avec un premier exemple avec Marie Gérard, qui est de formation Art Déco, avec un doctorat en sciences de l'innovation. Vous avez commencé dans le jouet, puis dans le mobilier de collectivité, passé 6 ans chez Decathlon, et puis pour rejoindre l'entreprise familiale Tuan, avec la motivation de se tourner vers les autres.
Et donc, Tuan, cette entreprise familiale, a repensé complètement son business model, enfin sa manière de produire. Et donc, Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle du design dans ce nouveau processus de production? Donc là, il faut passer la slide. Ouais. Dans ce que vous appelez le design for manufacturing. Marie. Vous m'entendez? Waouh, génial, parce que là, moi, je n'entends rien. Alors, c'est un beau cas d'usage, vraiment un beau cas d'usage. Voilà une entreprise qui est très ancienne, qui existe depuis 1847, qui est restée dans la même famille depuis 1847, et qui donc, alors c'est hyper valeureux aujourd'hui, sauf que les produits s'empilent les uns sous les autres. Et qu'à un moment, tout ça n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui n'ont plus rien à voir, c'est plus les mêmes époques, etc. Donc, alors, par ailleurs, on se dit qu'il faut que cette entreprise ait une marque forte et puissante, sinon, parce qu'on est dans le dispositif médical, parce qu'on a peu de voix à la communication, etc., etc. Donc, il faut que les produits puissent être reconnaissables. Ce n'est pas le cas, puisque ça s'est empilé. Et donc, du coup, on va décider, il y a presque 4 ans, de repenser notre système. Et là où il y avait une slide précédente, mais on avait imaginé une vingtaine de ceintures, très bien, hein, elles soignaient très bien, elles étaient connues et reconnues par les médicaux, à telle enseigne qu'un médecin, quand il prescrit une ceinture lombaire, il prescrivait une lombax. C'était devenu quasiment un nom générique. On va mettre tout ça à plat pour finalement faire une sorte de Lego, c'est ce qu'on appelle le design for manufacturing, c'est-à-dire anticiper la production, et on va réduire ce qui fait les attributs d'une ceinture, je ne vais pas rentrer dans le détail, entre les dos, les plastrons avant, qui font en gros le principe actif de la ceinture avec cet élastique de contention. Et voilà, on va gagner tout, c'est-à-dire on va faire beaucoup mieux. Avec moi, on a une image enfin qui est forte, pérenne, et une ceinture qui est reconnaissable. On a une vraie identité des produits, ce que nous, designers, appelons design language, qui est une sorte de grammaire de signes, formes, couleurs, on va dire. Donc ça, aujourd'hui, c'est applicable et ça va s'appliquer dans tout le reste de l'entreprise. On commence à équiper les orthèses de cette façon-là. Donc c'est une vraie réflexion qui va jusqu'à qu'est-ce qu'on veut dire, c'est-à-dire qu'est-ce que ces produits doivent porter, quelles sont les valeurs de l'entreprise qu'ils doivent révéler, jusqu'à comment je les fabrique mieux. Et là, on a une belle, une belle overview de ce qu'est le design. Voilà. Merci Marie pour ce premier tableau dressé autour des ceintures Lambert et de ce changement grâce au design, de changement de processus de production. Nous allons maintenant nous tourner vers le processus, le modèle de consommation. Et je vous présente donc Geoffroy, donc designer de formation également. Vous avez commencé en 2003 dans la tech avec de grands noms, Packard Bell, Acer, Dell en tant que consultant à Singapour. Puis vous avez rejoint le retail chez Auchan pour la création de la marque électroménager. Et ensuite, vous avez participé à la loi AGEC. Alors, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et là, vous avez dit, il faut faire quelque chose pour l'environnement. Et là, vous avez créé votre start-up en 2021 et maintenant, vous êtes 2 fondateurs. Alors, l'environnement, oui, effectivement, les objets, nous sommes envahis par les objets, en particulier par la tech. Dans la tech, comment, en fait, le design peut nous aider à penser cette temporalité d'objets et repenser notre modèle de consommation? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une formidable opportunité de se réinventer par le design. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a un flux de déchets et la loi réparabilité et la loi AGEC n'est pas là par hasard. On a un flux de déchets électroniques et électroménagers qui est sans conséquence. On n'arrive pas à gérer ça, on n'arrive pas à gérer ce flux de déchets. Si on prend par exemple un smartphone, aujourd'hui, de le recycler, c'est extrêmement coûteux et on a 2-3 euros de matière à récupérer. Donc la rentabilité est extrêmement faible. Donc une recyclabilité difficile, de l'électronique qui s'invite partout, même dans les produits qui avaient pour habitude d'être ultra réparables, ultra durables. On prend l'archétype du vélo, on pouvait réparer soi-même facilement, ou la montre également. Donc tout l'électronique maintenant s'invite partout et rend nos objets plus obsolètes, moins durables. Ils sont plus complexes et donc plus difficiles à réparer.
Et donc ce flux de déchets nous amène à nous poser des questions. Est-ce qu'on doit continuer comme ça, avec des pénuries de matières premières, ou est-ce qu'il faut réinventer notre modèle? Et moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en coécrivant cette loi réparabilité au sein du ministère de l'écologie, je me suis dit qu'il y avait une opportunité ici de proposer un nouveau modèle qui ne soit pas le modèle historique tel qu'on le connaît, avec des produits fabriqués à l'autre bout de la planète qui sont assez peu durables. Est-ce qu'on ne peut pas, nous, construire quelque chose de nouveau? Donc voilà l'objectif premier sur les leviers, qu'est-ce que le design peut apporter véritablement au projet. Ici, j'ai mis 3 cas d'usage de modèles qui réinventent cette façon de consommer. Alors on voit le premier cas d'usage, c'est un smartphone entièrement modulaire qui permet, alors il est assez connu, hein, qui permet de faire du plug and play sur chacun des éléments. Et on voit bien que les smartphones ont des durées de vie assez limitées. Parfois, ils fonctionnent toujours, mais c'est le logiciel qui fait que ça ralentit le hardware parce qu'on y a davantage d'usage. Et donc, ce n'est pas forcément de l'obsolescence programmée, c'est une obsolescence qui est prématurée sur nos appareils. Et donc voilà, donc il y a une nouvelle économie qui est en train de se développer autour de la modularité, autour de la durabilité, pour redonner la main au consommateur et lui redonner le pouvoir de réparer lui-même son produit. Parce qu'on voit que faire réparer son appareil, c'est contacter le SAV, c'est envoyer son produit, attendre 3-4 semaines de délai. Et donc tout ça est très fastidieux, ça ralentit le processus de réparation avec des appareils de plus en plus complexes. C'était assez facile de réparer les appareils de nos grands-parents parce que c'était des produits très archaïques. Aujourd'hui, c'est devenu trop complexe. On le voit sur les voitures, exactement. Deuxième exemple, c'est un PC portable. Et donc, on voit ici que les consommateurs peuvent venir upgrader eux-mêmes leurs appareils. Et donc, le processus design, c'est de se dire, je ne vais pas uniquement travailler l'esthétique extérieure du produit, mais je vais aussi réinventer l'intérieur du produit. Parce que d'un seul coup, le produit n'est plus une boîte noire avec des tas de câbles. Enfin, c'est parfois un peu le bazar quand on le démonte. Mais on va devoir soigner aussi l'expérience de l'ouverture, l'expérience de la réparation, du détachement des pièces. Comment réinventer tout ça. Et donc, ça ouvre des perspectives très intéressantes parce qu'on n'est plus dans le produit en 3 dimensions, comme tu le disais, mais on va rentrer dans une dimension temporelle qu'on va devoir intégrer dans le produit parce que le produit, maintenant, n'est pas qu'un objet. Il doit aussi être considéré dans sa durabilité. Voilà, et puis le dernier exemple, c'est un aspirateur balai, voilà, et qui a des modules qui sont interchangeables également, mais qui aussi intègrent un autodiagnostic. Donc vous n'avez plus à faire appel à un technicien pour autodiagnostiquer l'origine d'une panne. Donc voilà les 3 cas d'usage. Il y en a évidemment d'autres. D'autres startups travaillent sur ces thèses-là. Et on voit qu'il y a un modèle de consommation qui est à la fois vertueux pour l'environnement, puisqu'avec ça, on réduit de 90% la part des déchets à l'origine. Voilà, on a toujours besoin de services de réparation. Évidemment, c'est nécessaire. Mais on doit aussi réinventer nos produits. Et puis, c'est intéressant aussi pour le consommateur parce qu'il n'a pas besoin de racheter un appareil. Il faut savoir qu'il y a plus d'un consommateur sur 2 qui se tourne vers du neuf à la suite d'une panne. Donc, la motivation du rachat est liée à une panne que les consommateurs subissent. Et donc, si déjà on peut résoudre ce problème-là, ça sera une très belle avancée. Merci beaucoup Geoffroy. Nous reviendrons vers le consommateur ou l'utilisateur dans une seconde partie de cette table ronde, mais on va continuer nos exemples de cas d'usage. Nous avons vu donc que le design pouvait intervenir dans le modèle de production, dans le modèle de consommation, mais qu'en est-il de la réindustrialisation, puisque de nombreux produits sont partis à l'étranger pour des raisons de coût, encore de coût. Mais le design, lui, est aussi et surtout au cœur du prix de revient. Donc Philippe Vahet. Donc Philippe Vahet, vous êtes diplômé de l'ISD. Vous avez commencé dans les matériels de jardinage, 11 ans chez Decathlon, 3 ans en Inde pour monter une école de design, puis 12 ans chez Carrefour, avec justement cette question de fabriquer en France. Et aujourd'hui, vous avez créé votre propre structure pour accompagner les entreprises justement dans cette démarche de Made in France. Philippe. Oui, très bien, merci. On parle de progrès, ça marche là? On parle de progrès aujourd'hui, on parle de progrès, mais le progrès ne vaut que s'il est
s'il est pour tous. C'est-à-dire si ça contribue au progrès de tous les citoyens. Et donc, c'est intéressant parce qu'on parle de progrès, en même temps, on parle de réindustrialisation. Et en fait, le progrès pour tous, c'est aussi un projet industriel. Parce qu'un projet industriel, c'est nécessairement du volume. Sinon, ce n'est pas un projet industriel, c'est plus un projet artisanal. Donc là, en fait, avec l'approche du design industriel qui est le design to cost, c'est-à-dire c'est une approche de performance, de comment créer un maximum de valeur avec 1 euro investi. Là, ici, on fait la démarche, on fait la démonstration avec ces produits actuellement en vente. Donc là, c'est Carrefour, Ikea et Amazon. Donc Carrefour, Ikea, Amazon. Là, on fait la démarche qu'on peut produire en France moins cher et mieux. Cet emballage réutilisable, elle est mieux parce qu'elle est avec un inox recyclé qui n'est pas qui n'a pas d'allergène, contrairement aux autres inox qui sont des inox non recyclés venant d'Asie. Et elle passe au micro-ondes alors que les autres ne passent pas au micro-ondes. Donc le travail du designer industriel, c'est d'aller dans les moindres détails aussi de la fabrication, mais en même temps de penser au plus grand nombre des utilisateurs. Donc c'est un peu là, il y a comme une convergence là pour faire des produits qui ont cette performance. Alors ça a permis la création d'une usine dans le nord de la France qui produit des emballages réutilisables qui sont servis notamment chez Carrefour au comptoir des produits frais. Et là, c'est des jouets géants. Donc un autre industriel qui est fabricant de boîtes en carton de transport et qui est devenu, pour ce projet, aussi un fabricant de jouets en France. 1 demi-million de jouets en carton à colorier, jouets géants en carton à colorier, ont été vendus en l'espace de 8 mois. Voilà. Merci, je pense que vous êtes convaincus, c'est possible. Fabriquer en France est moins cher, donc avis à tous nos chefs d'entreprise. Grâce au design, alors le design ne fait pas tout, hein, c'est bien une histoire d'équipe et le design travaille justement avec toutes les autres équipes et on va aller plus loin dans cette question multidisciplinaire et comment en fait c'est un tout dans l'entreprise et justement Serge, alors je vous présente Serge qui justement a un parcours hybride puisque vous avez commencé par une école d'ingénieur en mécanique à l'INSA de Lyon, puis un diplôme de designer à l'UTC. Vous définissez comme interprète entre ingénieur et design avec une grande expérience dans de nombreuses entreprises de beaux noms, PSA, Peugeot, Citroën. Vous avez aussi créé le pôle de design au sein du groupe Altran. Puis fusionner avec l'équipe conseil en innovation et travailler encore pour de grands noms d'entreprises. Puis vous êtes parti 12 ans aux USA pour travailler dans de la R&D externalisée de produits médicaux chez Cambridge Consultant et rentré en France. Vous êtes aujourd'hui directeur d'une start-up biotech Netri, spécialisée alors, dans des choses très très complexes, des organes sur puce, des logiciels, enfin différents. Vous allez nous expliquer tout ça. Le design, justement, quel est son impact global en fait sur l'entreprise pour apporter de la cohérence et de la lisibilité? Alors on va faire ça. Je vais me lever aussi parce que j'aime bien. Oui, alors je suis directeur produit, je ne suis pas directeur général. Voilà, donc le design pour apprivoiser le changement. En fait, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années dans le conseil et beaucoup pour des startups. Et la difficulté, c'est quand on est en deep tech, on a des produits très compliqués ou en tout cas qui ont des fonctionnalités de pointe qu'il faut être capable de démocratiser. D'accord ? Et cette démocratisation, elle passe par finalement de la communication à tous les étages, non seulement quand on en parle, mais aussi dans la manière dont on le conçoit, dans la manière dont ça va être utilisé, dans la manière dont ça va être adopté par les utilisateurs. D'accord ? Donc, le cas d'usage que j'ai, c'est la société pour laquelle je travaille aujourd'hui. Et la société que je travaille aujourd'hui, ici, ce que vous avez, c'est une petite puce. D'accord ? Ça fait 1 millimètre. Et donc, vous avez de l'hippocampe et du cortex de cellules humaines qui sont connectées entre elles pour fabriquer les organes sur puce. D'accord ? Et elles sont enregistrables en électrophysiologie pour pouvoir voir comment ça se comporte quand on met des médicaments, par exemple pour Alzheimer, pour Parkinson, des choses comme ça.
c'est un changement de paradigme pour les sociétés de pharma qui vont être capables d'accélérer leur développement pour arrêter de développer sur les modèles animaux et pouvoir commencer à tester sur des cellules humaines plus tôt dans leur cycle de développement avec des modèles beaucoup plus représentatifs que des puits. D'accord ? Donc, par contre, c'est un changement intellectuel, c'est une nouveauté et pour une start-up, on ne peut pas arriver en disant voilà une petite puce, vous essayez là, vous voyez si ça marche et ainsi de suite. Il faut tout un système, toute une manière de embarquer les gens dans la facilité d'utilisation. Donc il y a comprendre les workflows industriels que les gens utilisent et développer finalement, ici ce que vous avez, on va dire, c'est une brique, d'accord ? Ça ressemble à ça. D'accord, c'est une petite brique sur laquelle vous avez des petits micro-canaux qui vous permettent de faire de la pousse d'organes. Cette brique, elle est modulaire, ça veut dire que les gens peuvent utiliser plusieurs designs sans changer le principe de production industrielle. C'est le même moule, on change le dessous du moule et on refait les mêmes. Ensuite, cette petite brique, on en prend 4 et on fait des Lego et on les met dans un truc comme ça. D'accord ? Donc ce truc comme ça, c'est exactement la taille des 96 puits que tout le monde utilise dans l'industrie, avec des puits qui sont aux mêmes endroits, ce qui fait que les automates peuvent aller pipeter aux mêmes endroits, les imageurs peuvent aller imager aux mêmes endroits, et ainsi de suite. Donc une modularité, une interopérabilité qui fait que les gens n'ont pas besoin de changer la manière dont ils travaillent aujourd'hui pour intégrer une nouvelle technologie. D'accord ? Et c'est assez à l'encontre de ce qui se fait dans l'organe sur puce beaucoup de nos jours, où en fait les gens créent des espèces de walled garden, des jardins fermés où finalement, un peu comme Apple, on rentre dedans, on ne peut pas en sortir. Il y a un ticket d'entrée très fort pour une machine spéciale à l'entrée. Ici, on peut... c'est des objets qui sont assez chers. Hein, je veux dire, ça coûte entre 1 400 et 2 000 euros l'objet. D'accord ? Donc c'est une énorme valeur ajoutée pour ce que ça amène. Donc il faut créer quelque chose qui soit très utilisable, modulaire, interopérable, qui marche avec différents systèmes du marché, qui d'ailleurs, quand il y a les électrodes, ressortent d'informations, donc il faut processer cette information, il faut les logiciels pour les traiter, c'est des choses que les gens ne savent pas obligatoirement utiliser, donc il faut designer l'expérience de comment enregistrer, comment récupérer l'information, comment visualiser la data, d'accord ? Donc il y a un pipeline d'intégration de tout ça pour que l'expérience utilisateur, que ce soit le laborantin, son chef, le chef de son chef, le directeur scientifique, soit capable de comprendre le raisonnement et de la valeur ajoutée que le système apporte. D'accord ? Et donc, ce que fait le design ici, c'est qu'il amène la cohérence dans la manière dont ça marche pour montrer comment ça va être facile à utiliser, ça va s'intégrer dans les workflows, comment tout ce qui est packaging renforce une image de marque approchable avec des systèmes d'explications qui s'inspirent des matériels médicaux, donc qui s'inspirent de facilité d'usage à la Ikea ou à la chose comme ça, jusqu'à la déclinaison graphique du logiciel, mais qui s'inscrit même directement dans le logo de la boîte. Donc il y a une cohérence de marque qui permet à une petite société, à une start-up, de se faire un nom, de se rendre reconnaissable, de se rendre aimable, d'accord, et d'accompagner ce changement grâce au design. Merci Serge. Je vois que cet exemple a parlé à certains de nos participants qui vous suivaient avec attention en opinant de la tête. J'en profite pour saluer aussi tous nos participants en ligne. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On fera un petit moment d'échange à la fin. Et voilà un exemple où je pense que pour beaucoup, vous n'attendiez pas le design à cet endroit-là. Donc voilà, c'est un autre cas d'usage que nous voulions vous montrer aujourd'hui. Et en revenant sur les usages, c'est l'usager. L'usager, c'est, voilà, on a utilisé les mots de consommateur, utilisateur. Pour le designer, tout part de l'usager. Et cet usager, en fait, ça peut être le patient, la personne finale, comme dans le cas de, on va revenir, dans les ceintures lombaires, là, pour le coup, le patient, c'est donc l'usager, c'est le patient final. Et qu'est-ce que comment le design parle aux patients? Oui, donc là, je dirais le cas d'usage, il est impérieux. Hein. C'est la douleur qu'on a en face de nous. Donc il y a un besoin immédiat. Vous êtes cassé une cheville, vous avez les ligaments pétés, pouf, il faut agir vite. Donc moi, je dis souvent que j'ai la douleur au bout du crayon. C'est pas, je ne sais pas si c'est une très belle expression, mais en tout cas, c'est ce à quoi on pense dès qu'on lève le crayon. Alors, on s'en fiche un peu quand on a mal, que la chevillère, la genouillère ou la ceinture lombaire soit belle. Ce qu'on veut, c'est surtout être soigné. Sauf que
C'est plus compliqué de porter un dispositif médical parce que c'est contraignant. C'est jamais très rigolo de porter une chevillère, c'est jamais très rigolo de porter une ceinture lombaire, c'est contraignant. Et donc, ce que le design va essayer de faire face à ce patient que nous, on appelle même action, c'est-à-dire qu'il est actif de sa propre guérison. Vous avez mal, vous prenez un analgésique, il vous l'a dit de prendre tous les midis, vous le prenez, voilà. Par contre, mettre une ceinture lombaire, quand c'est compliqué à mettre, que ça gratte, que ça pique, que ça marche pas, et voilà. Donc notre job à nous, là, vraiment, plutôt que de faire super esthétique, on aime bien qu'elle soit jolie quand même. C'est qu'elle favorise le plus possible l'observance, c'est-à-dire qu'elle soit tellement agréable à mettre, à porter, qu'elle soit douce, etc., que c'est de fait qu'on va vouloir, et bien évidemment qu'elle a un principe actif qui fonctionne et que ça marche et qu'on a moins mal au dos, moins mal à un genou, moins mal à une cheville. Tout ça combiné fait que le design a une très belle vertu là de favoriser l'observance, absolument. Merci Marie. On va rester dans le médical justement et revenir avec l'exemple de Serge, puisque nous parlions de professionnels de la santé, puisque le design en fait c'est prendre en compte les usagers, mais impliquer tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc là, dans votre exemple, on parlait des professionnels qui utilisaient et on parle d'expérience utilisateur. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Quand on conçoit un produit, on essaie de créer ce que tout le monde appelle des user stories. D'accord ? Donc, qui permettent d'ancrer dans le réel à quoi va servir le produit. Une user story, elle est à l'intersection entre deux choses qui sont des situations de vie et des parties prenantes. D'accord ? Et quand on conçoit un produit, il faut regarder toutes les parties prenantes. Donc, le partie prenante va y avoir celui qui fabrique l'objet, et à la fin, il va y avoir potentiellement les boueurs. D'accord ? Et entre les deux, par contre, il va y avoir les parties prenantes du laborantin qui va l'utiliser, ce que je disais tout à l'heure, de son chef qui va lui jamais l'utiliser, mais qui va être celui qui va l'acheter. Donc c'est à lui qu'il faut démontrer la valeur. Par contre, c'est à l'autre qu'il faut démontrer qu'il va être capable de l'utiliser, que du coup, il va pas dire ce truc-là, j'en ai marre, je l'utilise plus. Et après, et ainsi de suite. Donc dans chaque situation, à chaque partie prenante, il y a une situation de vie et à l'intersection des deux, il y a une user story qu'il faut dépiler. Et c'est vrai non seulement chez les utilisateurs, chez les patients, d'accord, ou chez les consommateurs, mais c'est très très vrai dans l'industrie médicale, où finalement, où là c'est de la biologie, mais dans l'industrie médicale, où finalement il va y avoir le patient, il va y avoir le prescripteur, il va y avoir les centrales d'achat, il va y avoir, je sais, par exemple, j'ai travaillé j'ai travaillé pour des choses un petit peu connexes, des bas de contention et des choses comme ça, d'accord. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, le pouvoir de sélection n'était ni chez le docteur, ni chez le patient, mais qu'il était chez la centrale d'achat, d'accord. Et que du coup, la stratégie de communication et la stratégie de pénétration de marché passait par arriver à trouver les arguments de conviction des gens qui achètent dans la centrale d'achat, d'où des histoires de design to cost et des choses comme ça, d'accord, et que derrière, entre deux choses, la compétitivité se ferait comme d'habitude, mais que en fait, trouver les bons interlocuteurs et arriver à leur soutirer donc finalement leurs besoins explicites, tacites, voire même latents. Donc c'est les latents, c'est les plus forts, hein, c'est le fameux... si je leur avais demandé ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides, hein, de Henry Ford. Donc ça, c'est le boulot du designer et de ses équipes, d'aller trouver ça et de trouver ce qui fait dans le produit que l'on convainc de cette manière-là. D'accord ? Et d'orienter la stratégie de conception de produit sur ces cas d'usage utilisateur. Ouais, pour rebondir, avec quelquefois des surprises. C'est-à-dire qu'on imagine des tas de choses sur nos utilisateurs, quelquefois on a de très belles surprises. Non, c'est pas du tout utilisé comme ça. En fait, à l'observation, notre base de travail, c'est évidemment ce qu'on appelle l'investigation créative, qui est l'observation récurrente de tous ces utilisateurs. Quelquefois, on tourne notre chaise, hein, je peux vous dire que c'est vrai. Hein. Donc, effectivement, à tous les stades de la conception, il faut bien comprendre où est-ce que ça marche, où est-ce que ça ne marche pas, et quels sont les usages et attitudes que parfois on plaque de façon un peu arbitraire, évidemment.
Merci Marie, mais Serge, c'est très, voilà, très explicite et j'espère qu'on se sent tous concernés. Et en parlant d'être tous concernés, justement, j'aimerais qu'on revienne sur l'exemple de Philippe avec la question de l'accessibilité à tous, puisque donc, le design, c'est centré sur les usagers, c'est faire en sorte que ce soit accessible à tous. On a vu dans les premiers points l'impact fort du design sur le volet économique. On a abordé l'aspect environnemental, mais le design, donc, c'est aussi un levier pour la société, pour avoir un impact sociétal avec ce volet d'inclusion. Philippe. Effectivement, c'est déterminant de ne pas exclure, de ne jamais exclure avec un design. Moi, je pense que quand on se sent exclu devant un produit parce qu'on ne peut pas l'acquérir pour différentes raisons, soit par rapport à des notions d'usage, de compréhension ou de prix, ça veut dire que le design n'est pas bon. Donc, ne jamais exclure. Donc, il y a un travail du designer d'inclure le plus grand nombre de citoyens. Et quand on travaille dans une grande distribution qui est une chance pour les industriels puisqu'ils sont présents, la grande distribution est présente dans le monde entier, donc c'est une chance pour un industriel français de pouvoir diffuser dans le monde entier des produits qu'il fabrique. Eh bien, on pense au plus grand nombre, y compris aux Camerounais, aux Roumains, qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus faible. Donc là, le jouet géant à 10 €, le plus grand nombre des enfants peut y accéder. Donc penser le plus grand nombre, c'est intéressant parce que c'est aussi une démarche de simplification, c'est-à-dire d'aller à l'essentiel. Et quand on va à l'essentiel, on réduit le nombre de pièces, on réduit la quantité de matière. Et donc on facilite aussi une production parce qu'on va plus vite à produire. Et donc on est moins cher, mais on est aussi plus fiable. Parce que quand on a moins de pièces, on est plus fiable, on est plus durable. Donc il y a toute une démarche qui est intéressante dans ce côté essentiel de l'objet pour le plus grand nombre. Et puis, encore une fois, je redis, mais le plus grand nombre font aussi les grands projets industriels. Un projet industriel, c'est nécessairement du volume. Merci. Donc le plus grand nombre, c'est nous, c'est vous, c'est tous. Déjà, dans les exemples de la santé, je suis sûre que vous avez pensé à vous-même ou à vos proches. Mais en fait, nous sommes tous des usagers et nous pouvons aussi tous avoir un rôle dans cette démarche. Parce qu'on voit, le design peut être un levier pour une industrie plus compétitive, pour une société plus durable, plus inclusive. Mais comment alors, avec peut-être l'exemple de Geoffroy que vous nous avez présenté, on voit bien qu'on a tous quelque chose à faire. Oui, alors c'est peut-être un autre exemple, mais hop, voilà. On pense souvent à l'objet dans son usage, mais jamais dans sa fin de vie. Et il y a un point commun que l'ensemble des consommateurs, c'est 100% dans le monde entier, c'est qu'ils vont tous vivre la panne. Voilà, parce qu'un produit qui dure éternellement, ça n'existe pas, on ne sait pas faire. Donc voilà, donc c'est inéluctable. Alors soit évidemment il marche encore et vous le revendez, mais en tous les cas, l'ensemble des consommateurs vont vivre cette douloureuse expérience. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment gérer cette fin de vie. Comment faire en sorte que le produit, alors il y a la fin de vie, et puis comment essayer de le faire en sorte qu'il soit plus durable. Et il y a un levier qui est intéressant avec le design, c'est de comprendre quelles sont les barrières dans l'expérience utilisateur. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important. L'expérience utilisateur, c'est pas seulement j'utilise un produit et il fait le job, mais c'est aussi de se dire comment je fais durer cet appareil-là sans qu'il subisse de l'obsolescence, soit de qualité, c'est-à-dire que le produit tombe en panne parce qu'il n'est pas très cher, il n'est pas très bien conçu, ou soit parce qu'il est obsolète technologiquement parlant. Et donc, un des leviers qui est intéressant à explorer au travers du design, c'est ce qu'on appelle le Customer Journey, c'est-à-dire en fait l'expérience utilisateur. Comment l'expérience utilisateur va vivre l'expérience d'une panne, comment il va gérer cela, comment il va faire réparer ou réparer lui-même son produit. Et comment ensuite on va lui permettre d'être engagé aussi dans le recyclage de son produit
mais en essayant de simplifier. Donc l'idée, nous, c'est on a fait ce qu'on appelle un panel utilisateur pour comprendre justement cette expérience-là, parce qu'on a chacun nos biais, et l'idée, c'était de comprendre, et là, pour le coup, on pouvait prendre quasiment tous les consommateurs, puisque tous sont représentatifs. On a même pris les gens qui sont très bricoleurs. Et donc, quand on explore finalement les différentes voies, on voit que c'est beaucoup trop complexe. Et prendre en compte l'expérience utilisateur, c'est déjà regarder une réalité en face. C'est-à-dire, moi, en tant que marque, je ne m'occupe pas de mon client uniquement pour 2 ans. C'est comment je l'accompagne dans la durée de vie complète du produit et au-delà des 2 ans de garantie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de cibler chacune des étapes. Donc, c'est-à-dire, j'achète le produit, je l'utilise. Tiens, il ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Je fais face à l'inconnu, et quand on fait face à l'inconnu, on est anxieux. Et quand on est anxieux et que c'est surtout un appareil qui est à un usage quotidien, je ne vais pas attendre 3 semaines. Je ne vais pas troquer mon aspirateur contre un balai. La plupart des gens ont cette réflexion-là. Et puis finalement, il y a un produit qui n'est pas cher, qui est tout neuf, et donc je vais me tourner vers le neuf. Et finalement, le produit que j'ai, personne ne me le récupère, et donc je vais le mettre à la benne. Donc il y a une expérience déceptive en tant que marque. C'est-à-dire que même des marques haut de gamme ne sont pas capables de répondre à ça. Donc là, l'idée, c'est de se dire, il y a une opportunité, je comprends que le SAV, je comprends que tout ça a été construit finalement comme des rustines. Alors le SAV, on appelle ça un service après-vente, donc c'est génial en soi. Mais c'est quand même pour combler une défaillance potentielle du produit dans sa conception. Un bon produit n'a pas besoin de SAV. Donc nous, on est parti du principe qu'on devait trouver les moyens de supprimer ce SAV et de faire en sorte de redonner le pouvoir au consommateur avec des expériences ultra simplifiées. Je parlais tout à l'heure de l'autodiagnostic, j'ai plus besoin de faire appel à un technicien. L'appareil me dit l'origine de la panne ou l'origine des baisses de performance. Ensuite, je commande, il me permet de commander une pièce de remplacement. Je reçois la pièce, je la change à la main, pas besoin d'outils, c'est du plug and play, c'est comme un jeu de Lego. Limite, on transforme une expérience déceptive en une expérience plutôt agréable presque. Et nous, quand on a fait des panels et valorisantes, parce que d'un seul coup, le consommateur se dit, oui, même quelqu'un en fait qui n'a pas l'habitude de faire de la réparation, d'un seul coup, il est capable de réparer lui-même. Donc c'est extrêmement. Nous, on a eu le cas de panels conso où les gens étaient même, ça les amusait. J'étais presque à me dire, mince, ils attendent la panne. Et donc, parce qu'ils peuvent venir upgrader leur appareil. Enfin, voilà, c'est comme remplacer une cartouche d'encre dans son imprimante. On ne jette pas l'imprimante, on remplace une cartouche. Donc, on efface cette notion de SAV et puis on permet au consommateur de nous retourner un module défectueux quand il reçoit le module neuf, il le remet dans la boîte et nous, on recycle. Alors, ce n'est pas recyclable à 100%, mais on s'inscrit dans une boucle de circularité qui intègre aussi les circuits courts. Et d'où le Made in France. Voilà. Donc on peut transformer des expériences déceptives en expériences fantastiques presque, en réimaginant tous les pain points qui ont été délaissés par les autres. Et donc ça nécessite de faire ce vrai travail d'écoute du consommateur et de simplification. C'est-à-dire que nous, on avait par exemple une 20aine d'étapes, et on s'est dit comment on peut faire ça en 3 étapes. Et donc on a essayé de supprimer plein de choses. Et donc l'optimisation, Philippe parlait de l'optimisation en termes de conception du produit, ce qu'on appelle le design to cost. Ça a des vertus évidemment pour la conception, mais aussi en termes de durabilité. Mais aussi on a une optimisation en termes d'expérience utilisateur, permettre d'aller d'un point A à un point B de façon beaucoup plus efficiente. Donc voilà une expérience, voilà où le design peut s'inscrire véritablement dans cette expérience. Et surtout que dans un avenir proche, dans un avenir très proche, on ne pourra plus jeter. Ou alors, il faudra que le recyclage soit vraiment totalement maîtrisé. Donc, il y aura comme une obligation de pouvoir réparer. Ça veut dire concrètement que la plupart des produits qu'on a aujourd'hui chez soi vont être à réinventer complètement à partir d'une feuille blanche, puisque la conception, le design industriel, la conception à l'intérieur de ça, elle est déterminante dans l'expérience qui suit. Et donc les leaders finalement de demain sur ces différentes typologies d'objets n'existent pas aujourd'hui. Probablement peut-être Douglas est notre Dyson national demain. Enfin, je te le souhaite, Geoffroy.
Oui, donc il y a une urgence à repenser notre mode de consommation, notre manière de consommer. Et tous, tout un chacun, nous avons un rôle à jouer. Donc même moi qui ne suis pas bricoleuse, je pourrais m'en sortir et avoir un impact à mon tour. Et nos pratiques de design, hein, sachant que notre matière première, c'est quand même encore et toujours l'usage et l'usager, avec des usages qui évoluent, etc. etc. Ça, on ne pourra pas faire sans. C'est vraiment la spécificité. Hein. Je pense que vous êtes d'accord. Si on ne s'appuie pas, si on ne fait pas tester, si on ne fait pas comprendre, si on ne fait pas participer les gens qui vont utiliser ce produit, il y a un peu moins de chances que ça fonctionne. Quand même. Alors justement, Philippe, peut-être sur le processus d'intégration du design, parce que voilà, comment on fait pour un chef d'entreprise voilà, qui veut intégrer le design, c'est avec votre exemple, intégrer le design dans une entreprise industrielle. Que ce soit chez Decathlon, puisque bon, je suis arrivé au tout début, vraiment au tout début du design en 97, ou que ce soit chez Carrefour ou dans d'autres endroits, il y a un point commun de tout ça, c'est deux éléments. C'est un, avoir un sponsor quelque part suffisamment haut dans l'entreprise qui a une compréhension du design pour aider à son développement, puisque souvent c'est un des derniers métiers arrivés dans l'entreprise. Donc un sponsor, moi je parlerais plutôt d'un sponsor. D'autres parleraient plutôt de champion. Bon, voilà, moi je parle de sponsor. Et le deuxième élément, c'est d'être démonstratif. Ces aspects, par exemple, de design to cost, de réussir à faire, par exemple chez Carrefour, de réussir à faire mieux que le marché, moins cher, on bluffe tout le monde. C'est ça, enfin, c'est les deux trucs clés. Après, on peut faire plein d'autres choses, on peut faire des expositions, on peut faire des trucs, mais non, mais c'est ces deux trucs-là. Et c'est un travail du quotidien. Marie, c'est un autre combat. Hein. Dans plein d'entreprises, en tout cas en Allemagne, en Angleterre, le design a un vrai pouvoir. Ce n'est pas le cas en France. C'est pas le cas en France. On confie ces développements de projets au marketing et aux ingénieurs. Moi, je pense depuis plus de 40 ans que la bonne façon de faire, c'est une équipe de designers, de marketing et d'ingénieurs qui travaillent ensemble dès que le projet est initialisé. Et ça a été des vrais, chez Decathlon, chez d'autres, des vrais facteurs de réussite. Et donc, il y a toujours cette histoire de les designers, ils voient des éléphants roses, c'est des colorieurs. Putain, mais il faut qu'on en sorte, quoi, parce qu'on ne sera pas compétitif avec des trucs pareils. Hein. Il faut qu'on en sorte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les exigences rappelées par les temps qui viennent. Et pourquoi il faudrait faire tout le temps toujours plus de produits ? Il y a un moment, il va bien falloir que ça s'arrête quand même. Non, on est en train de tout polluer tout partout. Donc ça re-questionne tous ces fondements-là. Et moi, je pense que le design, il est au cœur de ces problématiques, véritablement. Alors Serge, si on n'arrive pas, si on ne peut pas, on n'a pas, toutes les entreprises n'ont pas forcément les ressources d'intégrer vraiment en interne le design. Comment est-ce qu'on peut faire ? Oui, alors effectivement, le design est souvent proposé en prestation externe. D'accord, il y a des agences de design, des grandes agences connues. Vous avez peut-être connu IDEO ou Frog ou des grosses boîtes qui ont fait les grandes heures, qui ont fait l'iMac, qui ont fait le Macintosh et ainsi de suite. Donc il y a moyen de faire appel à l'extérieur. D'accord, donc ça c'est possible. Par contre, il faut faire attention à une ou deux choses. Et donc moi je parle d'expérience, j'ai travaillé quasiment 20 ans dans le conseil. Et donc j'ai été très très souvent celui qui ramassait, celui qui devait faire marcher les éléphants roses du cabinet de design. D'accord, qui avait été embauché par le marketing. Ils ont fait un truc dans leur coin. Ils ont fait un super concept qu'ils ont testé avec des utilisateurs, tout le monde adore. Et après ils te passent le bébé et ils disaient maintenant fais le marché. Et c'est pas possible. Et ça arrive tout le temps quand on prend un cabinet extérieur ou quand on intègre mal. Et donc c'est très important que quand on fait prendre l'aide extérieure, ce qui est possible, de deux choses l'une, soit c'est une aide extérieure qui est intégrée tôt et qui est une aide extérieure qui est imbriquée dans le processus de conception avec les équipes d'ingénieurs en interne pour pouvoir challenger la manière dont on pense les fonctions, d'accord ? Soit c'est de prendre un cabinet extérieur si on n'a pas les compétences en interne d'ingénierie, de prendre un cabinet extérieur qui a l'intégralité des compétences, y compris le design, dans son offre. D'accord ? Mais si le design est fait à la fin, comme on dit en anglais, pour mettre du rouge à lèvres sur le cochon, hein, ou habiller le bossu en français,
Ou alors, ça c'est à la fin, d'accord, hein, fais-moi un truc joli. Soit l'autre côté, où du genre tu as une créativité, non mais il faut être créatif, et tu fais un truc incroyable, voire même tu vas jusqu'à faire des maquettes que tu t'amènes en salon, tu fais du retour utilisateur, tout le monde te dit que c'est incroyable, et après c'est juste infaisable. Et ce qui est horrible, c'est que du coup tu te retrouves avec une équipe technique dont le rôle est de tous les jours décevoir le management parce qu'il pète le concept que tout le monde a kiffé. D'accord? Donc il faut faire très très attention à ça, pas survendre, arriver à trouver quelque chose qui est ambitieux, mais où les équipes techniques sont motivées et porteuses des solutions techniques pour que ça marche. Voilà. Alors, c'est du vécu. Hein. Sont motivés. Marie, Un dernier rapidement, mot. pour qu'on Sont voit les derniers motivés volets. et sont évidemment collaboratives. Hein. C'est-à-dire que quand ça fonctionne, en gros, pour le design, moi, quand je suis arrivée dans cette dernière entreprise il y a presque 20 ans, j'ai dit je ne dépendrai que d'une direction générale parce que ça, c'est trop compliqué. Sinon, vous perdez vite votre place, quoi. Donc, il faut avoir un poids et il faut, pour faire progresser le design, en tout cas en France, lui donner un peu plus de poids qu'il n'a aujourd'hui. Voilà, pour faire en sorte que ce triumvirat, marketing, ingénieur, designer, fonctionne ensemble. Et je vous jure que quand ça marche, c'est jackpot, quoi. Jackpot. Je vais le redire, c'est jackpot. Voilà, attends. Dernière chose. Juste une dernière chose. Je dis que concevoir un produit ou un service, c'est la somme des obsessions de chacun, des obsessions de chacun. Les mécaniciens obsèdent sur la méca, les électroniciens obsèdent. Si tous ces obsédés se prennent le bec parce que chacun veut faire un meilleur produit, c'est le produit qui gagne à la fin. Mais il faut donner la capacité aux équipes de se prendre le bec sur ce qui compte pour eux. Voilà. Voilà, c'est du vécu et juste des passionnés. dernière petite chose, ce faisant, vous allez insuffler dans vos entreprises une sorte d'état d'esprit enthousiasme comme jamais. Parce qu'en plus, c'est extrêmement fédérateur de réussir tous ensemble. Donc c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour l'entreprise, c'est bien pour le management, c'est bien pour les produits. Voilà, on ne dit pas assez, hein, le design, c'est souvent vecteur d'euphorie et de dynamisme aussi. Alors, un petit mot quand Et même, parce que vous avez d'acceptation dit de changement. plusieurs fois le design en France. Donc, Geoffroy, j'aurais voulu que vous nous disiez, c'est pas pareil à l'international. Marie l'a cité en disant pourquoi c'est avec votre expérience. Oui, j'ai eu la chance de vivre un peu d'abord le Made in France. Quand j'ai commencé ma carrière dans la téléphonie mobile, j'ai travaillé pour Sagem. À l'époque, il y avait c'était des téléphones portables avec des petits écrans et des gros claviers. Voilà, ça a beaucoup évolué. Et à ce moment-là, on faisait un peu encore de Made in France. Et puis, donc tout était internalisé. Donc évidemment, la R&D, la fabrication, avec une proximité qui est ultra vertueuse. Et puis ensuite, une délocalisation petit à petit de cette partie. Alors on disait à l'époque, oui, mais pour aller avoir des prix de production moins chers, mais t'inquiète pas, c'est que l'usine. Et puis en fait, l'usine est partie. Et puis ensuite, la R&D est partie aussi un peu parce qu'on s'est dit qu'il fallait avoir des ingénieurs à côté de l'usine. Et donc on avait de moins en moins d'ingénieurs. Et puis ensuite, on s'est dit, il restait que le marketing. Voilà. Et puis le marketing s'est aperçu qu'en fait, comme ils mettaient des produits à pas cher, finalement, l'usine qui était partie en Chine faisait aussi des produits pas chers et encore moins chers. Et donc du coup, cette seule différenciation du prix a complètement fait pivoter le marché. Et donc Sagem s'est arrêté. Donc au sein du groupe, hein, mais en tous les cas, il n'y a plus de téléphone Sagem maintenant qui existe. Packard Bell, il y a aussi une autre histoire. Voilà. Et donc moi j'ai vu, et d'ailleurs avec Packard Bell, j'ai vu la fabrication en Chine. Donc moi je me déplaçais une fois par mois pour aller en Chine et fabriquer des produits. Et donc j'ai vu cette différence. Alors la différence, elle est sur un axe qui est très fort, c'est qu'en Chine, les choses vont extrêmement vite. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à garder cette rapidité. Ça va vite parce que tout l'écosystème de fournisseurs est en proximité. Le gars qui fait l'écran avec la batterie, avec tel ou tel composant, ils sont tous ensemble, localisés. Et donc ça va très vite. Et donc, je pense que
cette différence, elle tient dans cette façon et cette rapidité d'industrialiser. Et je pense que pour nous, c'est aussi de se différencier et de revenir sur une rapidité et une efficience dans la fabrication. Merci. Donc, on voit que le design a de nombreuses facettes, hein, en jouant un impact fort à la fois sur l'économie, sur l'environnement, sur la société. Il aide aussi à apporter de la visibilité, on l'a vu. Et dans cette question de visibilité, lorsque nous préparions notre table ronde, vous avez tous aussi présenté vos projets dans des prix pour pouvoir apporter cette visibilité du design français à l'international notamment, et convaincre aussi les autres entreprises de participer. Donc, je pense qu'avec ces cas d'usage que vous avez aujourd'hui, vous êtes tous convaincus que ce n'est pas simplement un coût et un atout esthétique, mais qu'il y a des bénéfices très importants. Et dans ce rôle de visibilité, d'apport de ce que apporte le design, en tant qu'APCI, justement, nous sommes là pour vous aider aussi à faire la promotion du design. Et nous avons justement lancé un prix qui s'appelle France Design Impact Award cette semaine pour, comme les cas d'usage que nous venons de présenter ici, pour pouvoir porter bien haut et être fiers de tous nos projets. Je suis sûre que dans la salle, dans l'assistance, vous avez aussi des projets que nous pourrons mettre en avant. Donc n'hésitez pas à présenter vos projets. Je salue aussi mon amie Anne-Marie Sargueil qui est dans la salle pour dire que nous travaillons en collaboration avec le Janus, que vous connaissez pour ceux qui, et nombreux d'entre vous aussi, déposé des projets au Janus de l'industrie, et que c'est grâce à cette visibilité que nous aiderons aussi la compétitivité de nos entreprises. Donc tout est à réinventer, c'est une nécessité, je pense que vous en êtes convaincus. Et avant de remercier les intervenants, l'assistance, je vais voir si est-ce que vous avez des questions dans la salle. Il nous reste 8 minutes, oui. Il y en a en ligne aussi, mais j'en vois aussi beaucoup. Ouais. Bon, on va... Alors, il y en a une en ligne, déjà une première, qui est un peu vaste. Donc, mais quelle est la différence entre marketing et design? En 3 mots. Question piège. Moi, il me semble que le marketing étudie un marché. Alors, il y a plusieurs formes de marketing. Hein. Quand il est très industriel, il va s'attacher à ce que ça fonctionne avec l'univers industriel de l'entreprise. Quand il est très marché, il va essayer de déceler une progression du marché ou des usages et attitudes qui vont se découvrir sur le marché. On vend plus de ceci, donc ça plaît plus aux gens. Moi, je crois que c'est 2 métiers différents, même s'ils sont proches. En tout cas, ils peuvent se parler aisément. Là où le marketing n'a pas cette force de projection qu'a le design. Notre histoire, c'est le dessin. Donc, tu veux la Lune, je te dessine la Lune. Serge, tu veux compléter ? C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la Lune, elle existe. Je le fais court, vous comprenez, hein. C'est-à-dire que les désirs placés là par une direction, le marketing, ça, nous les rendons visibles. C'est ce que nous sommes capables de faire, c'est-à-dire donner à voir un champ des possibles. C'est pour ça que c'est souvent assez, je dirais, presque malhonnête de la part d'un designer de proposer 2 ou 3 ou 4 produits. Il faut qu'il y ait plusieurs propositions, de sorte à ce qu'elles fassent consensus à la réponse et au cahier des charges posé. Serge, vous voulez compléter, Marie, peut-être. Vas-y. Alors, il faut distinguer le marketing amont du marketing aval du design. D'accord ? Marketing amont, il détermine quel marché il faut aller taper. Marketing aval, il vend le produit que les designers et les ingénieurs ont conçu. D'accord ? Le designer, il fait partie de l'équipe technique. D'accord ? Enfin, il fait partie des gens qui conçoivent. Ce n'est pas le rôle du marketing de concevoir. D'accord ? Donc, je pense que la différence est là. Peut-être des questions dans la salle ? Oui. Oui, bonjour. J'ai une petite question sur la partie compétitivité. En fait, est-ce que vous avez des exemples en chiffres, parce que je suis un homme de chiffres de mon côté, sur comment le design améliore la compétitivité d'une usine, ou d'une entreprise? C'est-à-dire que dans l'approche de design to cost, il y a une orientation vers les utilisateurs pour simplifier et ne proposer que ce qui est attendu
par le plus grand nombre, par la très grande majorité, si c'est attendu, enfin voilà. Et puis en même temps, de concevoir par rapport à des procédés industriels de façon à ce qu'on puisse avoir ce coût. C'est-à-dire, plus on produit vite, moins c'est cher. Moins on utilise de matière, moins c'est cher. Moins il y a de pièces, moins c'est cher. Et plus on produit localement, moins c'est cher. Parce qu'on est à côté en matière de transport du marché. Donc, il y a ces éléments structurants qui sont quotidiens pour arriver à cette compétitivité. Et aujourd'hui, la plupart des fabricants français sont très compétitifs prix. Sinon, ils n'existeraient plus depuis très longtemps. Donc, ils sont très compétitifs prix. Mais ils n'ont pas de R&D, ils n'ont pas de design. Ils sont des transformateurs. Contrairement aux Chinois, quand vous rentrez chez un industriel chinois, vous rentrez par un magasin. Et il vous présente tout ce qu'il fabrique. Et vous pouvez déjà choisir commercialement ce qu'il fabrique. Donc, c'est facile de travailler avec un Chinois. On parlait tout à l'heure de l'Asie. C'est plus facile parce qu'en fait, il y a tout là. On choisit dedans. Alors que chez un industriel français, il faut aller faire toute une démarche. Mais c'est tout à fait possible. Là, j'ai montré que 2 exemples, mais je pourrais en montrer une vingtaine sans problème, de produits de la vie quotidienne, moins chers fabriqués en France qu'en Asie. Et mieux, moins cher et mieux en France qu'en Asie. Des produits pour tous. C'est pas du luxe, c'est pas de l'artisanat, c'est des projets industriels. Moi, je voudrais lui jeter des fleurs à lui. Vous regardez Decathlon, d'accord ? Decathlon, c'est vraiment de la démocratisation des équipements de sport. D'accord ? La compétitivité de Decathlon, elle est dans le prix, mais c'est pas le prix, c'est la fonctionnalité. Enfin, tout le monde connaît les produits Decathlon, c'est tellement malin que la compétitivité, elle est dans la fonction. D'accord ? Donc, à prix ISO, le design apporte ce côté malin dont on parlait. Ce côté, regardez, les palmes elles se cliquent entre elles, comme ça on les perd pas dans le coffre. Je veux dire, ça c'est de la compétitivité sonnante et trébuchante, parce que s'il a été malin là, je vais retourner chez Decathlon pour l'autre truc malin, d'accord ? Et enfin, je te jette des fleurs, mais enfin voilà, moi, la compétitivité n'était pas que dans le prix. Hein. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce très bel échange. Vraiment, c'était très riche. Et en fait, j'ai une réflexion par rapport à la partie du service après-vente. Dans la vie en fait d'un produit et de sa conception au niveau du design, il y a une partie UX recherche justement pour savoir comment on va le concevoir. Et je me dis qu'en fait la partie recherche, elle vient aussi des retours que l'on peut avoir dans un service après-vente. Est-ce qu'en le supprimant, on ne s'empêche pas en fait de faire évoluer le design du produit parce qu'on n'a pas les retours utilisateurs en se disant ben voilà mon Dyson V13, la petite lumière, je peux pas la changer toute seule ou voilà, tous ces éléments-là. Donc cette source, est-ce qu'on ne perd pas des infos qui sont essentielles finalement ? J'étais un peu provocateur quand j'ai dit évidemment qu'on supprime le SAV, parce que l'idée c'est de garder un contact avec l'utilisateur. En fait, ce qu'on se dit, c'est que le SAV, c'est un centre de réparation et qu'il faut envoyer le produit et que c'est super énervant d'avoir à gérer ce genre de choses et même convaincre sur une hotline que c'est bien une panne qui rentre dans le cadre de la garantie. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une façon d'enlever ce centre de réparation, de le mettre à la maison. C'est comme les dispositifs médicaux qui sortent des hôpitaux et arrivent chez soi de plus en plus. Et donc, c'est de mettre ce service à la maison, de le rendre du coup rentable, parce que ça ne vient pas pénaliser le prix du produit. Donc là, moi, je deviens plus rentable, parce que je n'ai pas ce coût SAV qui est très important. Donc, ça veut dire que cette expérience utilisateur que j'ai supprimée, je dois la convertir autrement. Et donc, c'est une application qui permet, en fait, simplement, au travers de l'autodiagnostic, d'expliquer la marche à suivre de façon extrêmement pédagogique, voilà, à tout moment de la journée, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que si j'utilise mon appareil la nuit, je peux aussi gérer la chose. Voilà. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que le poids économique et l'expérience utilisateur de ce centre de réparation, c'est pas ce qu'on souhaite garder. Voilà, c'est pas antagonique avec ce qui existe, mais ça, nous, on ne souhaite pas le garder. Oui, bonjour. Donc, merci pour vos... Ça passe ? Ah oui, pardon. Je voulais juste savoir, par rapport à vos expériences, et notamment Marie, parce que ça fait 20 ans que vous êtes chez Tuan, en quoi, en tant que designeuse, et que c'est un travail d'équipe, si on a bien compris, entre les ingénieurs, vous, le marketing, amont, aval, est-ce que votre rôle, en tant que designeuse, ça a fait revisiter aussi la question plus du produit au sens des fibres que vous utilisez ? Enfin, est-ce que du coup, par le dessin aussi, la fonctionnalité, ça a réintroduit une réflexion sur la base, quoi ?
Bien sûr, le dessin, je dirais, c'est la projection finale. D'autant là, dans sa nature de produit, où on va mesurer la tension, de la pression, ce sont des tissus qu'on répare, hein, qui soient des tissus ligamentaires, musculeux, osseux. Donc, tout ça est très, très, très technique. Donc, bien sûr qu'en amont, il y a des propositions et matières parce qu'elles sont probablement plus faciles à souder. À l'époque où j'arrive chez Thuan, il n'y a pas de soudure. On coud. Donc oui, c'est bien le regard du designer qui fait aussi progresser l'industriel et qui va faire en sorte qu'on a des objets, je dirais, un peu plus dans l'air du temps à ce moment-là, bien sûr. Et c'est essentiel, essentiel. On n'a plus le temps de prendre d'autres questions. C'est toujours pareil, on n'a jamais assez de temps. Mais du coup, je vous invite... C'est tellement génial. Mais on peut durer si vous voulez. Hein. Donc, je vous invite à continuer la conversation avec nos fabuleux intervenants en dehors. Merci à vous tous, merci aux intervenants, aux participants en ligne. Merci à la BPI et à BIG d'avoir organisé cette table ronde sur le design en entreprise. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Puis donc, il faut faire du design, hein, les startups et toutes les sociétés. Hein.